Bonjour et bienvenue à Impact de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Notre but c'est très simple, c'est d'être le clubhouse de rugby audio après les matchs. Et même s'il n'y avait pas de match pour la France ce week-end, on est quand même là pour parler de rugby, destination et toutes ces bonnes choses. Et non, je ne suis pas toute seule, je suis très content d'être là avec la présidente et la vice-présidente de fan club de Daniel Carter, c'est Alban Borel des Pink Rockets. Salut Alban. Salut Ticket, salut Théo, salut à tous. Alors je ne sais pas si je peux m'attribuer ces titres. En tout cas, j'en ai été une grande admiratrice de ce joueur que la planète rugby a salué suite à sa fin de carrière. Et ravie d'être avec vous à nouveau ce soir. Et aussi très grande fan des énormes chaussettes en laine tricotées à la main, ciel et bleu, de son ancien club Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy. L'homme aux chaussettes en tricot. Ça, si ça te pose pas le bonhomme, sans déconner. Hein, c'est magnifique. Ravi d'être là avec vous deux ce soir. Et on salue notre grand Charlie qui travaille. Donc, il n'est pas avec nous ce Oui, soir. Salut Charlie. Oui, salut il est, Charlie. il est pas avec nous, donc on a regardé un peu dans notre répertoire, j'ai fait un appel et bam, Charlie serait remplacé aujourd'hui par un certain Mr. Serge Betson. Oh oh, quel remplacement! Oui, en vrai, nous avons eu l'opportunité de parler avec Serge par rapport à un événement sympa qu'il organise le 11 mars. Donc c'est un quiz sur les 6 nations. Restez jusqu'à la fin pour plus d'informations là-dessus. Allez, parfois j'aime bien démarrer par ma petite minute américaine. Donc vraiment, d'ici 2 semaines, c'est le démarrage de Major League Rugby. Et en fait, il y a deux noms que j'ai reconnus qui vont jouer là-bas. Cette fois-ci, c'est pas Mr. Bastereau, mais c'est plutôt un Australien, Adam Ashley Cooper, qui va jouer pour les Giltinis de Los Angeles, et Chris Robshaw, l'ex-capitaine anglais, qui va jouer à San Diego Legion. Ouais, ça devient comme le foot. Hein, les mecs en fin de carrière vont jouer aux US, quoi. Ils se régalent. Ils vont faire un petit. Ils vont joindre l'utile à l'agréable et puis faire connaître l'autre ballon ovale de l'autre côté de l'Atlantique. Alors bien, Ashley Cooper, bien Rob Shaw, ça fait des jolis noms dans la planète rugby américaine, très sympa. Exactement, en espérant qu'il dure un peu plus que nos amis Bastaro ou Maononou qui ont fait des allers-retours rapides, on va dire. Oui, c'est vrai. Express. Lié à Covid aussi. En fait, il avait un Tout à fait. tweet assez sympa, Adam Ashley Cooper. Il avait dit dans un tweet, il a dit la retraite, c'est un peu comme partir du pub, on se dit juste un dernier. Donc, je trouvais ça assez sympa. Allez, aussi cette semaine, nous avons les fameux classements mondiaux de World Rugby que notre cher Théo aime tant. Alors, nous, les Bleus, on est troisième, c'est superbe. Les Sudaf, par contre, ils sont premiers, mais j'arrive pas à me souvenir de leur dernier match. Je trouve ça bizarre. Ouais, alors ça va dans le sens de ce que j'aime pas dans ce classement, c'est-à-dire qu'on se retrouve troisième sans avoir joué, ce qui est ridicule en fait. C'est le seul classement où tu progresses sans jouer. Donc ok, bon, on est troisième, ça veut rien dire. On sait très bien que nous ce qu'on aime c'est les test matchs et surtout la Coupe du Monde. Le vrai classement c'est celui-là. Pour l'instant, ceci dit, ça correspond puisque les Sud-Africains sont champions du monde et premiers au classement mondial. Donc C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, il y avait l'Argentine qui a battu les Blacks et qu'ils ont fait 2 matchs nuls contre Australie et ils ne sont même pas dans les top 8. Donc je trouve ça un peu bizarre aussi. oui, c'est Ouais, bon. bon, de toute façon, il n'y a pas trop d'enjeux aujourd'hui autour de ce classement, étant donné que toutes les poules de Coupe du Monde, le calendrier a été annoncé. Donc, pour l'instant, ça change pas grand-chose pour nous dans l'immédiat. Mais bon, on est troisième et ça Et faisait ça fait longtemps quand que même c'était pas plaisir. arrivé, donc disons que c'est pas mal. Exactement. On va l'arroser quand même. Alban, c'est vrai que tu as parlé des différents plannings pour des Coupes de Monde, mais il me semble que tu as lancé un petit prono sur Instagram. Et oui, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a, au moment de l'annonce du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023, qui sera une affiche plus qu'alléchante, puisque la France accueillera la Nouvelle-Zélande à Saint-Denis au Stade de France. Eh bien, vous avez été 71% précisément à répondre que la France remporterait ce match contre la Nouvelle-Zélande. Donc, écoutez, on attend d'y être pour voir qui aura eu raison. Et ça nous donne le temps, Théo, pour être en forme, pour être le podcast de Coupe de Monde 2023. Oui, je rappelle que c'est quand même notre objectif, hein, être le podcast rugby indépendant, c'est très important ce mot indépendant, pour la Coupe du Monde en France en 2023. Donc on espère hein, que une marque ou quoi que ce soit d'autre s'intéressera tellement à nous qu'ils nous inviteront à aller voir les matchs, à les commenter pour vous. Mais pour ça, faut pas oublier qu'on a besoin que vous fassiez notre pub en nous mettant des petits likes partout. Voilà, C'est ça. La campagne a commencé. Aidez-nous. c'est ça. De bonnes nouvelles, c'est en France, donc le budget transport, ça serait un peu moins que Nouvelle-Zélande quand même. Exactement, on Oui, sera mais pas cher. j'allais dire oui, mais du coup, le budget bière, il sera peut-être un peu plus.
Puis un peu plus. Surtout s'il y a Charlie. Mais bon, les absents ont toujours tort, on le dit pas. En autre nouvelle, j'entends beaucoup l'histoire des Lions en ce moment. Pendant ces matchs de 6 nations, j'entends beaucoup, tiens, est-ce qu'il va être choisi pour être dans les Lions? Donc apparemment, il y a 8 matchs cet été qui va être avec les Lions contre l'Afrique du Sud, un démarrage contre Japon aussi. Donc ça nous donnera l'occasion de se refamiliariser avec les Springboks. Théo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces Lions? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est organisé ça? Les Lions, c'est une sélection qui a lieu tous les 4 ans avec les meilleurs joueurs des équipes du Royaume-Uni. Donc les meilleurs Anglais, Écossais, Gallois et Irlandais réunis dans une seule équipe qui font une tournée, en général dans l'hémisphère sud, dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, et qui affrontent les All Blacks, les Sud-Africains, les Australiens, parfois tous, parfois pas tous, et puis des sélections régionales. Donc c'est dans la grande tradition des tournées des équipes du Nord dans l'hémisphère Sud, avec quelque chose qui s'apparente toujours un petit peu à une épopée. C'est très long, ça dure 4-5 semaines, et ça ressemble à une vraie aventure. Et la grande affaire de tout joueur britannique, c'est d'être dans les Lions, parce que ça veut dire que tu es encore mieux que sélectionné pour ton pays, tu es sélectionné pour un groupe de pays, et c'est, on va dire, allez, la fierté d'appartenir au Commonwealth et d'aller se balader avec les insignes du patron, c'est-à-dire ceux qui étaient au départ le Royaume-Uni, quoi. Donc c'est quelque chose d'un petit peu décalé aujourd'hui du point de vue des messages, etc. Les Lions britanniques, le Commonwealth, la colonisation. Si on écoutait la gauche woke américaine, il faudrait déboulonner tout ça vite fait. Mais non, au pays du rugby, on aime ça et on continue de jouer à l'impérialisme européen qui va marcher sur ces petits colonisés avec un ballon ovale entre les mains. C'est vrai que Un l'image truc est un peu assez... venu d'ailleurs. Ouais, l'image est effectivement, c'est exactement ce que tu décris, hein. Mais bon, quand même aujourd'hui, on peut pas dire que les Lions marchent sur tout le monde. Ils se sont fait, alors j'ai plus les stats en tête, mais ils se font quand même régulièrement battre par les Néo-Z, non? Oui, mais ils ont quand même des très bonnes stats, et ça reste des grosses équipes à chaque fois. Et franchement, moi j'adore voir ces matchs-là, parce que pour les pays qui les reçoivent, c'est aussi plus qu'un test match, parce que c'est les meilleurs des meilleurs en face des équipes britanniques. Donc quand tu as ce qui se fait de mieux des 4 équipes du UK qui débarquent chez toi, si tu les tapes, t'es tout en haut. Donc ça reste des matchs au sommet, tout simplement, à voir. Et puis cette culture britannique entre Britanniques, avec cette intransigeance qu'ils ont, hein, dans la confrontation, cette culture du résultat, de la gagne. C'est des matchs toujours sans concession, avec du suspense. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire quelques émissions sur la tournée des Lions, parce que c'est toujours épique. Voilà, j'aime bien ce mot-là, je pense qu'il est adapté. Peut-être on peut faire un truc similaire avec l'équipe des Américains, des Eagles et des Canadiens. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, il pourrait faire une tournée au Paraguay et au Brésil. Des ours. Tiens, voilà, on va adapter. Tiens, j'ai inventé un truc, voilà. Et du coup, pour les Français, c'est France-Italie, c'est ça? Ouais, on peut prendre France et Québec, nous, mais malheureusement, les Canadiens qui jouent au rugby sont tous des anglophones. Très peu de Québécois, à mon grand désespoir. J'aurais aimé ça, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Je pense qu'il joue plus au hockey. C'est le hockey là-bas, oui. Quelque chose me dit quand même qu'il y aura sur les Lions la nouvelle vedette de Pays de Galles. C'est Louis Reese Witherspoon Zamet. Obligé, évidemment. Bon, les gars, on peut pas l'éviter. Il faut qu'on parle de notre non-match contre les Écossais. On y va. Ça va être dur. Par où commencer? Non, mais d'abord, peut-être avant de donner nos avis sur cette situation assez fantasque, quand même, venons-en aux faits. Bon, je vous laisse compléter parce que j'ai peut-être pas forcément toute la timeline en tête, mais quelques jours après le match France-Irlande, un des préparateurs physiques de l'équipe de France est déclaré positif au Covid, puis Fabien Galtier, puis une pluie de joueurs, à commencer par quand même quelques cadors de l'équipe de France aujourd'hui, Dupont, Olivon, Arthur Vincent, etc. Et donc on commence la semaine dernière du coup avec plusieurs forfaits, plein de joueurs du top 14 qui entrent dans une bulle sanitaire qui semble avoir été ouverte, mais c'est pas très grave, on les fait venir quand même. Et un nouveau groupe qui est annoncé, et puis jeudi dernier,
de nouveaux cas qui s'installent dans l'équipe de France après une journée de répit, des entraînements qui ont pu se dérouler à nouveau à Marcoussis. Donc voilà, les matchs reportés jeudi dernier, reportés à une échéance incertaine pour l'instant, mais qui en tout cas fait grincer quelques dents. J'aimerais bien poser la première question là-dessus, c'est qu'on sait que le match est reporté pour l'instant, mais pas forfait comme les Fidjiens dans le Autumn Nations Cup. Et pourquoi cette différence? Pourquoi pour les Fidjiens c'est forfait et pour nous c'est reporté? Sans doute parce que le Autumn Cup était plus court et que pour les Fidjiens, il fallait qu'ils retournent soit dans l'hémisphère sud, soit dans leurs équipes, et que voilà. Alors que là, le tournoi s'étale sur presque 2 mois, donc je pense que c'est ça qui permet de le faire. Mais pour en revenir aux Fidjiens, c'est vrai qu'on s'est à moitié foutu de leur gueule en disant grosso modo ils sont sympas les Fidjiens, mais un protocole pour eux, ils y arrivent pas quoi. Bah, nous c'est grand chelem quoi, français. Donc je vais y revenir. Ah bah Mais, là, toutes les équipes pétées de mecs avec le Covid, enfin c'est une image vraiment catastrophique. Après je dis pas que c'est facile, c'est pas une science exacte et ok ils ont peut-être pas eu de bol aussi, mais bon on va y revenir. non mais effectivement, c'est des scénarios où on a tendance un peu à observer ceux qui ratent, on va dire, le coche, un petit peu comme au tout début de la pandémie, hein. On se marrait un petit peu à distance de ce qui se passait en Asie, etc. Et puis quand ça nous est arrivé, on faisait un petit peu moins les marioles. Mais moi, ce que je trouve assez étonnant, en tout cas, c'est vraiment le nombre de cas parce qu'il y a quand même quoi, il y a 16 joueurs qui ont été testés positifs, ce qui est quand même énorme. Et dans un protocole où tu te dis qu'ils sont bon, ils sont testés tous les jours, les mecs. Je pense que ça aussi, ça aide pas forcément. Mais bon, bref. Ce qui est fou, c'est de pas avoir réussi à contenir en fait l'épidémie. Là où en Irlande, il y a eu 3 cas, je crois, enfin au sein de l'équipe irlandaise, et ça a été très vite contenu. Là, en fait, on est vraiment sur la notion de pandémie et de contagion, on va dire large scale. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que la bulle sanitaire mise en place est une bulle de savon qui a éclaté. Enfin, c'était complètement nul, sinon ça n'aurait pas explosé comme ça. Les autres équipes s'en sortent quand même mieux. On a appris que Josh Adams, qui n'a pas respecté le protocole, le gallois, il a été privé par sa fédération de 2 matchs quand même. Je pense que nous, on est évidemment plus léger. Moi, j'ai d'abord envie de dire que je suis hyper triste pour les joueurs. On passe sur le fait qu'effectivement, on espère qu'ils vont tous s'en sortir gentiment et qu'il n'y aura pas de forme grave. On sait que ça arrive parfois chez les jeunes gens, donc malgré tout, attention. L'important, c'est la santé des gens. Mais on est surtout triste pour cette équipe qui était sur une dynamique extraordinaire, qui commençait à se faire aimer, à faire rêver un petit peu tout le monde. Et puis là, d'un seul coup, revient la risée du tournoi, la risée du monde britannique qui n'en perd jamais une pour se moquer de nous quand ils ont l'occasion. Donc ça, c'est quand même très très frustrant. Et puis tu disais, oui, une pluie de joueurs, une pluie de Covid, c'est pas une pluie, c'est un tonnerre, c'est un orage. C'est-à-dire que tout le monde a pris. Moi, je dis pas que c'est facile, mais faut quand même constater qu'ils ont fait absolument n'importe quoi, avec des mecs qui sont en Italie en train de bouffer des gaufres dans la rue, avec Galtier dont on apprend qu'en rentrant de je sais plus quoi, il va voir son fils jouer. Après, un coup, on est sûr que le cas 0, c'est le préparateur physique, merci pour lui. Il se trouve que c'était probablement pas lui. Pas lui, Après, ouais. soi-disant, on affirme avec des gros biceps que c'est des mecs du 7, puis finalement, maintenant, on attend le résultat de l'enquête pour le savoir. Ouais. Et puis là-dedans, moi, ce qui me désole le plus, c'est que j'ai écouté Bernard Laporte chez RMC, au Moscato Show, où Vincent Moscato n'était pas là. Je pense qu'il fait peut-être son devoir de réserve quand Bernard Laporte vient, parce qu'ils sont très copains et que certainement il n'oserait pas lui apporter la contradiction. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'était pas là. Mais le comportement de Laporte à cette émission, qui menace à moitié les mecs, qui leur dit « Mais attendez, vous colportez des rumeurs, est-ce que vous voulez que je colporte des rumeurs sur toi et sur toi ?» Mais en direct, quoi, sans Ah ouais, aucune honte. j'ai pas Mais entendu la séquence est ouais. incroyable, d'une agressivité absolument incroyable. Simon, qui est soi-disant le Covid manager, complètement absent. Ouais, Donc bah, là-dessus, au moins, Laporte, effectivement, il s'échappe pas, mais je le trouve incohérent. Et puis surtout, sa fuite, et c'est dans l'équipe, et c'est dans le journal du dimanche, et tout ça, donc c'est pas moi qui l'invente, en sortie de rassemblement des joueurs à Marcoussis, Laporte qui leur dit, s'il y en a un qui parle, je le vire du groupe. Et ah Galtier, ouais, il non, sera à la Coupe du Monde, mais vous, j'en suis pas sûr. Mais, ouais, non, il y a un mais secret. sans blague, mais C'est- qu'est-ce que c'est que ces comportements? Donc, moi, j'accable pas les mecs, ils ont chopé le Covid, et je veux dire, c'est pas les seuls sur Terre. Hein.
Oui, c'est ça, le risque. Rappelons quand même que le risque zéro Le risque est est. très élevé, voilà. Ouais. La bulle a explosé, ok. Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements avec des communications franchement très C'est très désespérant. mauvaises et en sens inverse d'un jour sur l'autre, et de l'agressivité à tous les étages. Donc qu'est-ce que c'est que cette image qu'on donne de notre sport et du rugby? Moi personnellement, ça me choque beaucoup. Et je trouve que là, Laporte montre son plus mauvais visage, malheureusement. Je remets pas en cause le grand entraîneur qu'il a été, je remets pas en cause sa compétence sur le rugby, etc. Mais il montre son mauvais visage d'espèce de chef de bande qui veut protéger ses potes à tout prix et qui dit aux autres, les gars, faites gaffe, sinon vous allez avoir affaire à moi. Mais attendez, on est président de fédération là. Moi, honnêtement, j'hallucine complètement de ce comportement. Voilà. Mais d'ailleurs, tu t'en parlais, mais c'est la ministre des Sports qui l'a aussi un petit peu. Et d'ailleurs, heureusement, je pense qu'elle est intervenue parce que elle a un peu tapé du poing sur la table. Alors, Ouais, elle s'échappe entre pas. guillemets, gentiment, mais voilà, Ouais. elle s'est pas échappée. Elle rappelle à tout le monde qu'en fait, ils ont une dérogation pour jouer et qu'il s'agit pas juste de faire n'importe quoi. Et ce qui est aussi désespérant, c'est qu'en fait, on a pris le rugby et le tournoi comme un peu un modèle pour plein d'autres sports. Et puis, En partant du fait que voilà, si ça se passait bien au rugby, bah, potentiellement ça pouvait s'étendre aussi sur d'autres sports, sur d'autres rencontres. Et là, en fait, on se rend compte que quand c'est mal géré au sein d'un groupe et d'un sport qui est quand même, entre guillemets, valorisé pour ses belles valeurs de l'Ovalie, voilà, ça fait vraiment tâche, quoi, tu le dis, et ça fait vraiment tâche. Et surtout que c'est pas les premiers cas Covid. non, et puis la gestion de la bulle, quand il en parle à Stade 2, enfin, c'est complètement incompréhensible, quoi. Moi, je Ah comprends oui. rien, honnêtement. Donc ça, c'est une question que j'ai, c'est qu'est-ce qui était interdit et qu'est-ce qui était permis. Par exemple, dans le NBA Bubble, c'était très très clair. Si tu es sorti de bulle, bah, en fait, tu jouais pas, hein. Il y avait quarantaine de minimum 4 jours, voire jusqu'à 10. Il y avait 4 joueurs, par exemple, qui ont décidé d'aller manger quelque part en dehors de bulle. Bah, en fait, bah non, c'était 10 jours. Et les règles étaient très très claires. Et je trouve que les règles là, si les joueurs se sentaient capables d'aller manger un gaufre ou quelque chose, bah, les règles n'étaient pas claires pour eux, je trouve. Non, mais ça veut simplement dire que ce protocole est une foutaise. C'est tout. C'est que ils ont été chercher l'autorisation de jouer ce tournoi auprès du ministère en racontant des trucs dans un protocole, et la vérité, c'est qu'ils l'appliquent pas ou qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Parce que quand on dit oui, le protocole, ça veut pas dire qu'on reste tout le temps ensemble. Ça veut dire qu'il faut être dans un endroit, tous démasqués, avec 10 personnes dans le même. Si tu l'écoutes. Mais attends, comment ça? Donc, t'es dans une bulle, dès que tu sors avec un masque, en fait, ça compte, c'est bon? Bah non, c'est pas le principe d'une bulle, faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est nous qu'on prend pour des bulles, là. Et franchement, cette explication, elle tient pas la route. Donc, moi, je suis désolé, hein, mais il y a un mec qui s'appelle Serge Simon, qui est le Covid manager. Pour moi, le fiasco, c'est le sien. C'est peut-être son pote à Bernard Laporte, mais c'est pour ses pompes. Je suis désolé, c'est fiasco total. Donc il présente des explications et derrière, on prend les décisions en conséquence. Donc on va voir, il va y avoir soi-disant une enquête. À qui on la confie? Au secrétaire général de la Fédé. On se fout de ma gueule ou quoi? Mais attends, Ouais, c'est c'est encore, vraiment une c'est farce, le le truc, sketch, pour le coup, c'est ouais, c'est une blague. On peut peut-être aussi le confier au cousin germain de Serge Simon aussi, ou à son fils pendant qu'on y est. Non mais soyons sérieux. ouais. S'il y a une enquête, hein, on a vu, c'est confié à des gens qui sont indépendants de ceux qui sont visés par les enquêtes. Hein. Sinon, c'est pas une enquête. Excusez-moi, mais ça tient pas debout ce truc-là. Ouais. Donc, Non, mais j'attends de voir. Et au fond, du fond, ça me désole. Ça me désole parce que ça donne une sale image. Et au fond, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette affaire laisse des traces. Parce que je crois que, à force de vouloir disculper les uns, d'accuser les autres, etc., on fout la merde dans ce groupe entre les gens. Et je redoute un petit peu que Galtier, qui a l'air d'être quand même un petit peu dans l'œil du cyclone là-dessus, n'en sorte vraiment pas grandi vis-à-vis de son groupe. On sait que c'est un mec qui a eu du mal à durer les endroits où il est passé. Ça s'est toujours plus ou moins mal fini avec le groupe. Toulon, Montpellier, le Stade Français, c'était pas terrible à la fin, etc. Ça fait très tôt là dans le dispositif et ça va être long jusqu'à la Coupe du Monde s'ils n'arrivent pas à en sortir par le haut. Donc moi, ça me désole. Voilà. À côté de ça, j'adore les Bleus. Non, mais je pense que ta dernière phrase souligne le sentiment un peu de gâchis, quoi. Tu l'as dit, on était sur une petite planète, un petit nuage qui commençait à se former bien tranquillement au-dessus de la planète Terre. C'était notre bulle d'oxygène, ce tournoi destination, dans un contexte franchement pas simple. On voyait nos bleus vraiment exploser positivement
dans le rugby européen. Et franchement, là, c'est vraiment le sentiment de Mais là, gâchis, ils ont quoi. explosé tout court. Là. Et voilà, c'est vraiment ça, l'image l'image assez déplorable que toute cette situation renvoie. Mais bon, c'est désolant, c'est désespérant. Et on espère en tout cas que les joueurs sauront faire face et seront un petit peu protégés, en tout cas psychologiquement, de tout ce brouhaha. Bon, bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand même on a eu de rugby ce week-end et ça m'a fait un peu de plaisir. Donc on va parler de ça quand même. Allez, on démarre avec Italie-Irlande et c'est marrant parce que je reconnais de plus en plus des joueurs italiens plutôt que des joueurs irlandais. Le numéro 11, Ioana, le 12, Cana, Garbisi, le 10, Negri, le numéro 9, Varnier n'était pas là, ni notre Jaden Howard avec son superbe arme non plus. Allez, le match a démarré et à 3 minutes, il y a 3 points pour les autres bleus et puis il y a 3 points pour les Irish. Les Verts sont en mode attaque et marquent un essai très facile et ça va pas être la dernière. C'était Ringrose celle-là. Grosse défense d'Irlande qui font reculer les bleus. J'ai l'impression que le numéro 10 italien Gabrici, il fait un peu trop. Les Italiens, ils ont le ballon de temps en temps mais vraiment rien à faire contre les Irish qui marquent à 31 minutes par Keenan, 20-3. 3 ou 4 ballons piqués par les avants Irish. Le numéro 9 irlandais, il fait bouger le ballon très vite. Paf, paf. Un autre essai 5 minutes plus tard. 27-3. Sexton, il s'est bon au pied. À 42 minutes, on a Garbisi qui fait un offload sympa pour le numéro 7. Johan Meyer. Et j'ai un petit suspicion sur ses origines. 10-27 pour les Irish. Mi-temps, on voit Furlong, c'est un montagne d'un homme. Stander, il marque un essai après 2 minutes. Il défonce le pilier remplaçant. 2 cartons jaunes donc, pour les Italiens. Donc, c'est 15 Irish contre 13 Italiens. Stander failli marquer son deuxième essai, mais non, c'est plutôt Connors qui va marquer son deuxième essai, 41-10. Le très bon Lowe, il a failli marquer son essai du match, mais un petit en avant. C'est plutôt Earls qui marque le dernier essai du match. Fini 48-10 pour les Irlandais. Ouais, sympa d'avoir vu Connors, ça m'a fait penser à Jimmy Connors quand même. J'avoue que j'ai eu cette petite pensée parce que j'avais du mal à suivre. On l'a déjà beaucoup dit, le problème des Italiens, c'est que maintenant il n'y a plus de suspense contre les grosses équipes et ils n'y arrivent pas. Donc on a des matchs sans aucune dramatique qui ressemblent à des matchs d'entraînement pour les équipes avec une opposition sérieuse qui manque pas de talent. Quelques jeunes joueurs, on l'a dit, Gabrizi effectivement, le 10 qui est très bon. Quelques autres joueurs d'avenir certainement, mais malheureusement c'est toujours la même limonade et c'est 50 grains à l'arrivée, quoi. Ouais, là effectivement on a observé vraiment un scénario identique sur les 3 premiers matchs de l'Italie et c'est difficile. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas vrai. beaucoup plus à dire. Je peux pas dire de plus. Ouais, c'est dommage parce que je trouve que les 2 premiers matchs, je trouvais qu'ils étaient pas si mauvais en fait, même s'ils ont perdu. Ils sont pas mauvais. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas mauvais, Thierry. Ils ne sont pas mauvais. Ils marquent, ils font des actions intéressantes. Ils ont juste pas plus que 20, 30, 40 minutes dans les pattes d'opposition. Ouais. Donc c'est terrible parce qu'un match de rugby, ça en dure 80. Donc c'est toujours c'est toujours le même scénario. Voilà. Je ne sais pas du tout comment on va résoudre sur le long terme cette équation avec cette équipe italienne. C'est terrible. La bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'on n'a pas besoin de revoir les Irish pendant un certain temps parce qu'ils avaient l'air assez forts ce match-là. Incontestablement, ils ont fait un bon match. Sexton était déjà revenu de sa commotion et ils ont une équipe extrêmement solide, extrêmement complète. On le sait bien. Leur demi de mêlée, effectivement, a fait un bon match. Le barbu néo-zélandais, là, l'ailier Lowe, effectivement, il est énorme. Hein, donc oui, et puis ils ont 2-3 quarts centres de grands talents aussi, Henshaw et Ringrose, qui sont super forts et qui confirment à chaque sortie que c'est une redoutable paire de centres. Donc en face avec une équipe italienne qui est pas tout à fait au niveau, la sanction elle est immédiate. Hein. Et dans l'autre match pour le week-end, il y avait Pays de Galles, l'Angleterre, mais ça a quand même parlé beaucoup de l'arbitre français. Pays de Galles, j'ai pas noté grand changement dans l'équipe, donc retour de North, en première ligne qui ont l'habitude de prendre des épaules pour les déblayages, le deuxième et troisième ligne de folie, leur star Rhys Zamet. England, ils sont sans Marler, qui concentre sur son podcast et qui évite le Covid avec sa famille, donc on respecte son choix. Laws et Underhill sont pas là dans le pack, mais il y a quand même des arrières de fous. Il y a Watson, Daly, Slade, Youngs, Farrell et Johnny May.
Le match démarre et c'est je kick, je cours, je plaque pour les deux côtés. 3 fautes en 4 minutes contre les English, 3 points pour les Pays de Galles. Itoje fait la même chose qu'il a fait la match dernière, donc ça veut dire qu'il contre le coup de pied. Il a failli marquer. Notre Charlie a tremblé de joie, mais non, c'est le 15 gallois qui sauve la journée. Jolie percée par Youngs au numéro 9 anglais, pénalité, 3-3 à 12 minutes de jeu. Itoje plaque, il gratte tout, mais c'est pas toujours légal. Faute et puis faute contre Farrell, qui aime bien parler au l'arbitre. Pendant que Owen Farrell gueule, les Gallois galopent. Et voilà un petit coup de filou. Les Gallois jouent à la pénalité hyper vite. Long coup de pied pour Josh Adams dans le coin. Essai pour les Gallois. 10-3. Match un peu haché. Et voilà, l'essai un peu plus que moche. Rhys Zamitz, il a la chance. Il fait un en avant, mais contre son pied. Et donc, d'un coup, c'est un coup de pied à suivre. Essai pour le numéro 15 rouge. 17-6 à 30 minutes. Les Anglais ont un peu marre de tout ça. Penal touche, quelques courses et un essai de Watson, qui est très bon. Coup de pied raté par Farrell, qui n'est pas bon ce jour-là. Les deux attaques se lancent finalement. Pénalité pour l'Angleterre avant le mi-temps, 17-14. Démarrage de la deuxième mi-temps, Bigard sort après que 5 minutes, il est remplacé par Chili qui va faire un très bon fin de match. À 48 minutes, il y a Hardy, le 9 rouge, fait un joli essai, pénalité jouée vite encore. Angleterre dort, les Gallois attaquent avec chaque joueur, c'est 24-14. On voit un Vanipela, le numéro 1, qui a un mur de ciment. On voit le numéro 8 qui est très très bon aussi. L'Angleterre, par contre, ils n'ont jamais le ballon, c'est soit un en avant ou une erreur. À 61 minutes, le 9 anglais marque un joli essai de 9. Owen Farrell, avec le coup de pied, il a 1000 points. 24-24. Et puis, énormément de pénalités bêtes par les Anglais. D'un coup, c'est 33-24. Des molles rouges impressionnantes. Et à 75 minutes, Farrell joue le touriste. Il va à 75% sur le retour d'un ballon. Et Tipuric lui mange pour le dessert avec un package qui fait mal. Donc finalement, c'est 40-24. Une victoire du Triple Crown pour les Red Dragons de Pays de Galles. Et oui, encore une fois, les Gallois qui mènent leur barque avec quand même beaucoup d'aisance. Moi, je les ai trouvés plutôt convaincants sur ce match. Après de prestations, on va dire, un petit peu chanceuses. J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à construire un match et surtout à prendre les Anglais sur à peu près toutes les zones de conquête et en attaque surtout. Voilà, j'ai été plutôt séduite et je me suis un petit peu rabibochée, c'est vrai, avec nos chers Gallois qui, j'espère, seront un petit peu en moins bonne forme, on va dire, lors de notre rencontre avec nos chers Frenchies. Bah, ils sont encore effectivement en lice pour le Grand Chelem avec tout ça. Ils avaient été chanceux sur les 2 premiers matchs du tournoi. Là, ils sont chanceux à un moment du match au moins. C'est l'essai effectivement avec le ballon tombé, pas tombé, qui C'est tape vrai. la jambe, coup de billard, machin, qui finit en essai. C'est vrai que c'est un coup de bol. Les Anglais crient au scandale, au vol de Gahuzer. Moi, je trouve qu'au ralenti, honnêtement, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'en avant, mais c'est un énorme coup de bol qui n'est pas d'en avant, et c'est quand même un coup du sort, cet essai, faut être honnête. C'est vrai. Par contre, les Anglais méritent pas de gagner ce match. Les Gallois ont mené tout le match. Les Anglais ont fait 1000 fautes, mais c'est indécent. 14 fautes, 14 je crois. pénalités, ouais, c'est ça. 14 pénalités 14 à ce pénalités. niveau de jeu. Ça, tu peux pas gagner quand tu fais autant de pénalités. C'est comme no scrum, no win. C'est 14 penalties, no win. C'est pas possible. 5 pour le seul Maro Itoje, qui est un joueur extraordinaire. Mais là, il est extraordinairement pénalisant pour son équipe. C'est pas possible de faire autant de fautes dans un match international. Alors, il joue à la limite tout le temps, c'est son jeu. Donc c'est risqué. Mais on voit bien aussi les limites de ce jeu-là. Parce que individuellement, ils ont été tous plutôt à la hauteur, mais beaucoup trop de fautes. Des choix de jeu aussi. Des choix de jeu complètement oh là là. douteux. Sur les 2 essais qui jouent vite, là aussi ils ont gueulé contre l'arbitrage, mais non, ça existe de jouer vite. Hein. Donc Ouais, c'est ça. tu regardes honnêtement, en junior, ça se passe plus qu'au niveau international, mais s'ils en prennent 2 sur ce match-là, c'est quand même pas par hasard. Ça prouve qu'ils sont pas dans leur truc, ils sont à côté de leur pompe. Alors les commentateurs disaient beaucoup, les mecs jouent moins en ce moment, ils n'ont pas la qualité physique qu'exige le très très haut niveau avec la lucidité de tous les instants. C'est possible. Mais ça devrait être vrai aussi pour les Gallois. Donc Oui, c'est une c'est explication ça. qui est un petit peu Oui, pour moi, elle est limitée quand totalement même. bancale. Et Quand tu puis, vois excuse-moi, pardon. vas-y. Non, mais quand tu vois le comportement de Farrell à chaque pénalité, à chaque truc, d'aller chipoter sur
Enfin, tu vois, les mecs, ils sont juste là pour pinailler. À un moment, tu te dis, mec, les gars, jouez en fait. Enfin, Exactement. ça m'a beaucoup fait réagir sur ce match. Ouais, et puis ils ont quand même des grands joueurs. Quand tu vois Tom Curry qui fait un gros match, qui contre, qui chope le ballon, machin, dans l'engagement, il est là. Le coup de rein de Youngs, ça reste un joueur exceptionnel Ouais, bien quand sûr. il prend le trou pour mettre son essai. Et en fait, il marque 2 essais, les Anglais, c'est les 2 fois où ils jouent dans le match. Mhm. Tout le reste du temps, ils ont fait que des fautes et que de râler. Ouais. Et les 2 fois où C'est ils ça. jouent, ils marquent. Donc, les gars, faites votre match. Regardez, le remplaçant qui rentre, tu disais très bien Thierry, Kaloum Chidi qui rentre, le 10 gallois, il fait une rentrée énorme. Bah, le mec, il rentre pour une demi-heure, mais il te fait une demi-heure de folie. Il met Ouais. tous les points au pied, contrairement à Farrell qui était pas dedans. Il prend le trou, petit coup de pied à gauche, machin, etc. Et puis, allez, on se réjouit à la fin. Le plaquage de Tipuric sur Farrell, mais c'est juste du rêve à montrer dans les écoles de rugby. Et puis, dans les 5 dernières minutes, ou allez, on va dire les 10 là, à la 66 ou 7e, ils ont marqué, coup d'envoi anglais, Alan Wynne Jones, renvoi à 2 mains, à 4,50 m de haut, le mec, 150 sélections, 35 piges. Merci, au Et la revoir. dernière du match, pareil, il te l'apprend, mais magnifique. Et là, Ouais. on plie les Gaules. Donc, chapeau aux Gallois, je trouve que franchement, ils ont complètement mérité leur victoire. Et l'impression que j'ai, c'est que cette équipe d'Angleterre aujourd'hui ne joue plus en équipe. Donc c'est l'échec d'Eddie Jones. Je ne sais pas ce qu'a été la presse le lendemain, je ne sais pas si tu as regardé la presse anglaise, Thierry, mais pour moi, Eddie Jones, s'ils veulent exister avec cette génération qui est une grande génération de joueurs, il faut qu'ils sortent. C'est fini. Je pense qu'il a plus sa place, il a échoué. C'est marrant parce que j'ai l'impression que chaque fois après un match qu'ils perdent, ils disent ah bah je sais il est très surpris et je trouve et c'est pas la bonne réponse non plus je trouve et surtout à ce niveau-là il n'y a pas d'explication de pourquoi ils ont perdu c'était juste pas notre jour et je dis bah ok et bon bien sûr il a pointé le doigt à l'arbitre aussi sans le pointer bien sûr en disant je peux rien dire parce que mais bon, ouais, je trouve que s'il est si étonné de perdre, ça veut dire qu'il y a une grosse sous-estimation des personnes en face. Ils auraient pu le gagner. Tu as 24 partout à un quart d'heure de la fin. Tu vois, c'est vrai. Alors là, c'est vraiment le contraire du match Italie-Irlande. Parce qu'il y a eu beaucoup de suspense malgré tout, même si les Gallois ont presque tout le temps mené. Il y a eu une vraie dramatique. On s'est dit à un moment, merde, les Anglais, quand ils jouent, en fait, ils arrivent à marquer, ils sont bons, ils vont peut-être se faire la dernière demi-heure qui va bien et passer devant. Donc, je trouve qu'on a eu un match très plaisant pour ça. Ouais. Mais quand tu regardes cliniquement avec le recul, autant de fautes, être autant à côté de son match, jouer aussi peu, râler autant, tu perds. Voilà. Tu te joues 10 fois ce match avec ces stats-là, tu le perds 9 fois. Voilà. Donc, rien à dire. Oui, c'était exactement la même réaction que celle contre la France l'année dernière, où vraiment c'était oui, c'était pas notre jour, mais c'est hallucinant comme réaction. Et comme tu le disais, hein, pour moi, il est périmé, il faut qu'il change quoi. C'est it's over, Eddie, time to go. Je trouve ça bizarre parce qu'il disait en préparant les dernières 6 nations de dire ok on va juste se focaliser sur notre défense et après on va mettre l'attaque en place genre l'année avant le Coupe du Monde et je pense qu'il se projette trop loin en fait donc il est pas dans la réalité d'aujourd'hui. Ils disent que ok on va être bon en 2023 mais en fait le risque c'est comme l'Irlande ils étaient très bons il y a 2 ans mais ils n'étaient pas bons l'année dernière pour le Coupe du Monde et je pense comme il se projette en 2023 déjà, il ne s'occupe pas de son équipe en 2021. C'est un peu ça. Et puis je trouve surtout qu'il ne s'occupe pas de son équipe. C'est-à-dire que tu as des joueurs, des très bons joueurs à tous les postes, qui sont incontestablement au niveau international sur les standards de technique individuelle. Mais cette équipe ne joue plus en équipe. On le voit très bien. Et Farrell prend trop de place. Ford est complètement emprunté parce qu'il a l'impression de jouer 10 mais de ne pas être légitime à ce poste parce que Farrell s'est retrouvé au centre parce qu'il a foiré ses matchs en 10 et pas parce que Ford est meilleur. Et ça se sent. Ford, il est complètement emprunté alors que c'est un très bon joueur d'habitude, mais là on ne le voit pas sur ce match-là. Et les mecs jouent chacun leur partition. Donc oui, Maro Itoje contre, Curry plaque, Daly prend les ballons hauts, ok, mais quand est-ce qu'ils jouent ensemble cette équipe ? 2 fois dans le match, 2 essais. Le reste du temps, ils sont jamais ensemble.
C'est marrant, j'ai l'impression que c'était une semaine avec plein de polémiques avec le Covid de la France, avec l'arbitrage, avec en fait, et aussi les Anglais, les fans anglais, bah, ils sont forex contre leur équipe aussi. Donc, il y avait plein de polémiques un peu partout. En fait, la seule personne qui a un peu gardé son esprit, c'était Marler. Et en fait, il avait fait un pari avec un Gallois. Et donc, je vous invite, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, d'aller regarder l'hommage de Marler. Il a fait un pari, et donc il a perdu de pari. Donc, je vous invite d'aller regarder ça. Ça m'a donné un petit sourire quand même. On le mettra sur le Facebook, pour ceux qui n'ont pas le temps de chercher. Est-ce qu'on peut parler rapidement des Sevens? Parce qu'il y avait quand même les Sevens de Madrid, n'est-ce pas, Alban? Tu veux dire Et les oui, Sevens qui sont venus contaminer l'équipe? Ah non, c'est pas cela, pardon. non, Désolé. non, non. Là, j'ai rien dit. Non, tu sais, on parle du Sevens qui du coup, auquel les Français n'ont pas participé. Bon, en tout cas, le masculin n'a pas du tout participé aux 2 manches de tournoi qui avaient lieu à Madrid. Et puis les filles ont du coup été elles aussi pénalisées ce week-end alors qu'elles y participaient la semaine dernière. Mais elles ont eu 2 cas de Covid dans l'équipe et du coup, elles n'ont pas participé au tournoi. Donc c'est chou blanc, comme on dit, ou chojo blanco, se dice en Madrid. Je ne sais pas comment on dit chou en espagnol, mais en tout cas, voilà. C'est vraiment dommage parce qu'on est dans une période où les statistes ont besoin de temps de jeu, ils ont besoin de retrouver des automatismes avant une énorme échéance qui est celle de Tokyo et qu'on est encore une fois décimé par ces quelques cas de Covid. Ouais, je trouvais un peu Voilà. bizarre parce que c'était difficile à trouver des informations sur ce Sevens à Madrid. Il y avait un Flow Rugby qui mettait des matchs, mais en fait, c'était en espagnol. C'était assez sympa à regarder aussi quand tu vois du Sevens en espagnol. Ça mérite le détour, je trouve, quand même. La Fédération espagnole de rugby avait mis en place un dispositif sur YouTube où tous les matchs étaient accessibles. Effectivement, il n'y avait pas non plus une couverture énorme, sachant que le tournoi n'était pas relayé non plus par World Rugby. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que médiatise beaucoup plus ces compétitions. Et là, on reste un petit peu sur notre fin, on va dire. Ouais. Ça permet de rappeler ce que tu disais, Alban, que le rugby est un sport olympique depuis la dernière Olympiade et Tout à que les fait. premiers champions olympiques de rugby, masculins en tout cas, ont été les Fidjiens. Donc je crois qu'il y a d'ailleurs un jour férié maintenant aux Fidji pour fêter ce titre olympique. Et donc on espère que nos petits Français figureront bien à Tokyo si les Jeux olympiques ont bien lieu à Tokyo l'été prochain. Ouais. Beaucoup de si dans toute cette phrase. C'est ça. En parlant rapidement de top 14, Théo. Oui, très rapidement. Il y a eu des matchs en retard ce week-end avec nos chers amis bayonnais qui ont été battre à Mayol nos chers amis toulonnais. Donc voilà, sale temps pour Toulon et puis grand soleil pour Bayonne qui en a besoin au classement et puis aller gagner à Mayol, c'est toujours un grand moment. Chapeau à eux et puis amis toulonnais, la prochaine fois faudra faire mieux. Et puis Toulouse qui a été battre de peu La Rochelle avec un très bel essai de Johan Huget dans les dernières minutes. Donc je sais pas s'il va prendre sa retraite, mais quand on le voit être aussi adroit, aussi rapide dans un trou de souris comme ça, on se dit t'es sûr que tu veux arrêter dans 3 mois, toi, Johan? Et du coup, Toulouse reprend la tête du top 14 pour l'instant. Et puis on parlera pas de Clermont qui a été passé à jeun à la moulinette. Et tiens Thierry, tu nous parlais de ton dernier échange avec Serge Betsen. Je crois qu'il t'a confié une petite mission, ou en tout cas un test de connaissance. Exactement, j'ai eu le plaisir de parler avec Serge qui est déjà passé sur la mission, bien sûr, c'est l'épisode 21. Voilà notre discussion par rapport à un événement qui planifie le 11 mars. Alors, je suis très très content d'avoir de retour chez nous un des meilleurs troisième lignes de tous les temps, un pote de notre pack, le sécateur, c'est Monsieur Serge Betsen. Bonjour Serge et merci d'être de retour chez nous, un pack de potes. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler rugby en ces temps qui courent. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un super soirée que vous allez organiser le 11 mars. Et c'est un quiz virtuel spécial Crunch Destination, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on fait pas mal de réunions sous Zoom aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de pouvoir promouvoir l'association en profitant du Crunch qui sera le 13
mars prochain. Et je me suis dit que je vais faire un quiz pour pouvoir parler de l'association tout d'abord et pour après effectivement inviter des anciens joueurs pour participer à ce quiz et faire en sorte qu'on puisse promouvoir notre sport d'une autre façon, même si effectivement il n'y a pas de contact possible aujourd'hui. Bah, c'est sympa, c'est une innovation, c'est toujours bien. Donc, les bénéfices vont au profit de votre association, c'est la Serge Betsen Academy. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore peut-être entendu notre entretien ensemble, c'était épisode 21. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en détail de votre association? J'ai créé effectivement la Serge Betsen Academy il y a maintenant 16 ans. J'ai créé l'association en 2004 quand j'étais encore joueur à Biarritz. Le siège de l'association est basé à Biarritz et l'association a été immatriculée aussi ici en Angleterre et aux États-Unis, avec pour objectif d'aider des enfants défavorisés au Cameroun, aide qui est essentielle pour ces enfants, à savoir que l'association participe vraiment à le développement de leur éducation. Donc, on soutient au niveau scolaire et on aide aussi au niveau médical ces enfants et ces familles. Et on a le troisième palier, les deux premiers qui sont essentiels pour nous, l'éducation et la santé. Et le troisième palier qui est le sport avec le rugby notamment, où on initie le rugby, mais c'est pas une obligation. Mais pour moi, c'était important aussi de parler de sport. Et c'est vrai que l'idée principale, c'est vraiment de parler des valeurs de partage, de solidarité qu'il y a autour de mon sport, plutôt que de parler de sport de haut niveau. Donc, voilà ce que l'on fait depuis 16 ans et on aide entre 350 et 400 enfants tous les ans. Le centre, c'est un lieu d'accueil qui leur permet de pouvoir avoir une vie sociale et notamment intellectuelle, puisque dans ce centre, pour moi, c'est un petit peu ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à jouer au rugby, la vie d'un club avec avec des dirigeants qui viennent là pour donner de leur temps. Et je trouve que ce parallèle-là, c'est comme ça que je l'ai formalisé pour moi dans l'association, à savoir que les enfants viennent dans nos centres. Dans le centre, il y a une vie, à savoir une bibliothèque, une infirmerie. Ils peuvent aussi manger, il y a des repas qui sont servis 2 fois par semaine. Et derrière, il y a une activité autour, à savoir que l'éducation sur lequel on pousse ces enfants, c'est pour que derrière, ils viennent après l'école, ou en tout cas pour préparer leurs devoirs, ils viennent le faire dans le centre. Et dans le centre, il y a justement des enseignants qui viennent pour leur donner des cours de soutien. Quand ils sont malades, il y a une infirmière qui est là. Donc, il y a une prise en charge quelque part un peu globale qui leur permet tout simplement de vivre pleinement leur jeunesse et leur enfance. Et notre fierté, c'est de voir que le fait de ce suivi scolaire leur permet d'avoir des résultats au niveau des examens qui sont assez positif, à savoir que la moyenne de succès, notamment au baccalauréat de nos enfants, est de l'ordre de 80 à 85%, alors que la Génial. moyenne, que ce soit au niveau africain ou au niveau du Cameroun, elle est beaucoup plus basse. Et donc, c'est ça qui est important pour moi et c'est bien de pouvoir contribuer à cela. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début Quand même. pour tout simplement mettre un peu un peu de baume à ces situations qui sont souvent compliquées. Ouais, bah écoute, j'entends beaucoup de fierté aussi de ces enfants et je pense que c'est formidable ce que vous les offrez aussi, donc cette opportunité d'être suivi dans le quotidien et que c'est pas tous les enfants qui ont cette opportunité. Donc vraiment, bravo pour les efforts que vous faites et aussi l'association en elle-même. Aussi, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent avec vous, il me semble. J'ai beaucoup de personnes autour de moi. Le board de l'association, Odile Prévost-Mussat, Sébastien Lovy, qui sont à la fois le trésorier de l'association et la secrétaire générale. Et bien sûr, tous nos bénévoles au Cameroun, en France et en Angleterre et aux États-Unis.
Donc tout ça est fait par une équipe et pas par une seule personne. Et donc c'est ça qui est important à souligner. Donc merci encore pour tous ceux qui, au quotidien, nous aident énormément à ce que cette mission puisse se réaliser. Et je pense notamment aussi à Lionel Kenardel, qui est un ami Oui, commun, qui fait beaucoup de choses aussi pour soutenir l'association et par ses ballons recyclés, notamment de rugby. voilà. D'accord, exactement, on l'a eu. En fait, c'est un petit bonne opportunité de parler de ça. On l'a eu sur notre émission pour parler de recycling rugby. Donc, il prend les anciens ballons de rugby et le retransforme en des jolis sacs. J'ai utilisé le mien ce week-end d'ailleurs. Des jolis sacs faits en cuir, mais avec des ballons de rugby aussi. C'est vraiment super bien fait. Et dont le bénéfice, je pense que j'ai lu sur votre site web, c'était 64 000 euros depuis les 5 ans qu'ils font ça. C'est vraiment magnifique. C'est phénoménal, c'est énorme. C'est tout simplement grâce à ce genre d'action qui nous permettent de continuer à grandir et faire en sorte que les enfants bénéficient pleinement voilà, de ce genre de levée de fonds. Donc, c'est salesbatsonacademy.org. Vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux. Vous faites vraiment un travail très, très important dans ces valeurs de rugby. Donc, je vous invite, nos chers écouteurs, d'aller voir ça directement sur le site. Allez, si on parlait un peu plus de ce quiz. Alors, donc, c'est le 11 mars. Donc, vous sortez vos smartphones, vous mettez sur l'agenda. 11 mars, c'est un jeudi soir. C'est à 20h, heure française. Donc, Serge, vous avez dit que c'est Serge. Moi, j'ai l'impression que c'est Serge and Friends. Est-ce que vous avez un indice d'une autre personne qui peut être là en tant que host comme vous? Voilà, l'idée, j'essaie de ne pas dévoiler beaucoup de choses avant la soirée, mais l'idée essentielle, c'est qu'on va retrouver des joueurs de chaque nation, des 6 nations. Voilà, donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, j'ai essayé aussi d'inviter des filles qui jouent au rugby en équipe de France ou en équipe d'Angleterre. Et voilà un petit peu voilà ce que je peux dévoiler aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il y ait justement cette, cette ambiance festive avant le crunch et qu'on puisse effectivement se chambrer un peu avant ce match Angleterre-France. Donc, un peu un point un peu technique là-dessus, ça marche comment? Donc, c'est un quiz, c'est en anglais, le quiz, il me semble. Oui, tout à fait. Et ça se fait par Zoom, où on va vous voir, vous allez animer ces quiz-là. Et il y a une petite application à télécharger. J'ai déjà fait, ça dure 2 petites secondes pour le télécharger. Donc voilà, ça a l'air tout simple. On hâte de passer ce bon moment avec vous le 11 mars. L'idée, c'est qu'il y ait des questions qui soient posées. Et ces questions-là seront posées par des anciens joueurs qui ont joué les 6 nations. Et derrière, il y aura des réponses multiples possibles. Et le plus rapide et les plus efficaces seront les gagnants. Et pour les gagnants, ben, ils auront des choses, encore une fois, là aussi, c'est une surprise, qui seront des choses à gagner. Bah, chouette. C'est très facile de s'inscrire, en fait, j'ai déjà fait. Donc, on met notre nom, le nom de notre club et tout. Il y a une opportunité de faire aussi un don pour l'association. Ça fait très, très vite et très rapidement. C'est très bien fait. Donc, j'ai hâte de passer ce soirée avec vous. Ça va être fort sympathique. Serge, j'ai l'impression que vous êtes bien occupé en ce moment, bien sûr avec le Serge Betson Academy, mais il me semble que vous êtes commentateur aussi sur la télé anglaise. Oui, je vais effectivement commenter le match sur ITV, le match du Crunch. Et effectivement, ça sera un réel plaisir de soutenir la France en direct depuis Londres et surtout de, de pas chambrer, mais essayer de parler du rugby anglais qui n'est pas au mieux en ce moment. Et c'est vrai que bon, les Anglais, on va en parler dans cet épisode, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous pensez par contre de cette équipe française? Écoutez, ils ont à la fois, on savait les qualités de certains joueurs, mais je pense que la Nations Cup nous a démontré et ce que ces jeunes ont pu faire à Twickenham Ouais. pour la finale de la Nations Cup a été incroyable. Et aujourd'hui, c'est juste la continuité, je dirais, de cette vague de jeunesse avec énormément de talent.
et des joueurs qui n'ont peur de rien et qui ont envie de montrer toute leur panoplie. Et c'est vrai qu'on est très, très fiers de voir ça et on espère, on leur souhaite une très, très, très longue vie dans cette équipe de France. Et je salue aussi, pour moi, le management et tout le staff de l'équipe de France qui fait un tout. Et ce n'est pas que les joueurs, ce n'est pas que le staff, c'est l'ensemble. Et je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi complète, en fait. Et donc, on espère que tout ce que l'on voit là va pouvoir nous permettre de continuer à progresser et surtout ne pas se dire qu'on est arrivé. Ouais, ouais. Et est-ce que dans d'autres équipes dans destination, est-ce que vous voyez un joueur ou deux qui semble vraiment en forme en ce moment aussi? C'est vrai qu'on a découvert Louis Zamit, Oui, l'ailier gallois qui a juste 20 ans, fait des merveilles dans sa façon de jouer. Et j'ai aussi vu, il me semble, le demi-mêlée gallois le remplaçant qui est rentré, qui a une formidable passe. Et derrière, c'est vrai qu'il y a pas. Il y a plutôt des anciens joueurs, je pense notamment au capitaine Gallois aussi, qui continue à faire des matchs aussi impressionnants avec 145 sélections. c'est C'est fou, ouais. juste incroyable. Mais dans d'autres jeunes, pour l'instant, c'est vrai que dans l'ensemble, la France a mis la barre assez haute par rapport aux jeunes et aux jeunes qui ont commencé leur carrière en équipe de France. Et après, derrière, on a aussi, pour moi, les deux équipes qui sont vraiment en haut de l'affiche c'est la France forcément, mais aussi l'Écosse, Ouais. avec Stuart Hogg, leur capitaine, qui est insaisissable. Personne ne peut le plaquer. On a l'impression qu'il marche sur l'eau. Et bien sûr, leur numéro 10, Finn Russell, Ouais. qui joue à perfection dans cette équipe. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est les deux équipes qui ont un jeu attractif et un jeu ouvert et pas du tout fermé comme les autres équipes, l'Angleterre et l'Irlande. Ouais. Et dans ce moment qui est quand même assez étrange, donc vous, en tant que commentateur, vous êtes là, vous êtes dans les stades et il y a personne d'autre, en fait, que vous et des joueurs. Est-ce que vous avez pu, dans ces stades vides, est-ce que vous avez noté un effet, en fait, sur le mental, sur le comportement des joueurs? Euh, on en parle beaucoup au niveau médiatique, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas le public, il y a peut-être moins de pression sur les joueurs. Et on pense notamment à Twickenham ou à Cardiff, où Mhm. le fait d'avoir les supporters, ça peut avoir une influence sur le joueur, notamment sur les joueurs qui arrivent pour jouer contre l'Angleterre ou le Pays de Galles. Euh, Ça, c'est vrai que de l'extérieur, ça peut poser des questions. Mais de l'intérieur, pour moi, en tant que joueur, c'est vrai que euh, j'ai toujours eu l'habitude de faire abstraction du public pour Mhm. me concentrer encore plus sur ce que j'avais à faire. Mais on peut aussi s'habituer à ce que justement, quand on a des coups de mou, que le public nous soutienne et nous pousse, ça peut booster. Mhm. Mais ça, du coup, je ne sais pas du tout quelle part ça a dans l'influence aux joueurs. Il faudra peut-être leur poser la question à eux. Moi, de ce que j'ai vécu, moi, en tant que joueur, j'ai essayé vraiment de faire abstraction du public pour être centré sur ce que j'avais à faire. Ouais, donc c'est une sacrée préparation mentale. Et en parlant de préparation mentale, donc toutes les choses à écouter, nos auditeurs, révisez bien votre rugby, révisez votre anglais. Serge a besoin de nous, donc le 11 mars à 20h. Allez, merci beaucoup Serge d'être là. Merci Thierry, et puis allez la France, j'espère que ce crunch, il va falloir le gagner les gars. Allez les Bleus. Bon, merci beaucoup à Serge d'être passé. Rendez-vous le 11 mars. Be there or be square. Exactement. Bien dit. He's so good.
Et donc voilà, c'est la fin de notre épisode. Toujours un grand plaisir. Revenez en 2 semaines après le crunch où on va décrypter tout ça. Et oui, les amis, rendez-vous très vite. N'oubliez pas de partager, aimer, commenter et apporter tous vos likes à nos épisodes. N'oubliez pas que nous voulons être le podcast numéro 1 en 2023, histoire de bien vous le rabâcher pendant cet épisode. Mais au moins, vous l'aurez compris. Et moi, je tiens à faire une petite dédicace à notre ami Charlie qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On lui souhaite bon courage. Mais oui, Charlie travaille bien pour la France. Allez, bisous, à bientôt. Salut à tous, bye bye. Salut.